Doncs molt bé, bona tarda a tots i a totes. Avui coincidim al grup de treball de Llengua i Literatura i el d'Història en aquesta darrera sessió que tenim. Avui parlarem sobre la correcció i avaluació de la prova externa, la part oral. Anirà a càrrec de la formadora, la Lorenz Brot. Ella és la directora del Centre Bon Soleil de Gavà i és una col·laboradora molt activa del Batxibac des de fa molt temps. Jo, sense més coses a dir, desitjo que us agradi la sessió d'avui i que, en general, el curs hagi estat del vostre gust. Lorenz, quan vulguis. Lorenz, el so. Ya está. Molt bé, merci. Gracias, Francesc. Muchas gracias. Bueno, pues, donc aujourd'hui, nous avons 2 heures devant nous pour traiter la question de l'épreuve orale. Donc, vous savez qu'il s'agit d'une épreuve. Je vais partager dans quelques instants, je vais partager mon écran avec vous, avec la présentation, mais j'insiste sur le fait que cette partie de l'épreuve externe représente 50% de la note de français. D'accord? Puisque nous avons 10 points sur la partie des épreuves écrites collectives et 10 points l'oral individuel. Donc, le poids de l'oral est considérable. C'est pour ça que j'ai répété lors des formations initiales de l'année dernière, de cette année, qu'il est très, très important de bien préparer les candidats, les futurs candidats, afin d'obtenir la meilleure note. À tel point que, Francesc a dit, oui, je suis directrice, proviseure, mais je suis aussi professeure de Batchibac et j'ai depuis le début participé au jury de l'oral, comme certaines d'entre vous d'ailleurs, hein, que je vois ici aujourd'hui. Et nous savons, lorsque nous évaluons un élève, un candidat Batchibac, que si nous mettons une note qui est, on va dire, inférieure à 4, hein, si on met un 3 sur 10 à un candidat, on condamne le candidat. Parce que, bon, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'ensuite il ait réalisé des épreuves à l'écrit en français qui soient d'un bon niveau, je n'ai jamais vu d'élèves qui, ayant eu un 3 à l'oral, ont un 7 à l'écrit. Parce que vous savez qu'il faut qu'en français, ils aient la moyenne et qu'ils aient au moins 5. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, que lorsque l'on met un 3 à un élève, à un candidat, ou qu'on pense que notre élève que l'on est en train de préparer a un 3 sur 10, ça veut dire qu'il n'a pas son Batchibac, parce qu'il n'a pas la moyenne au français, et peu importe la note qu'il aura en histoire. Il faut absolument avoir la moyenne en français. Donc, c'est vraiment une épreuve sur laquelle les élèves vont jouer gros. Donc, je vais reprendre un certain nombre d'éléments. Je vais partager mon écran et la présentation. Donc, voilà, il s'agit bien donc, de la correction et de l'évaluation de l'épreuve orale. Donc, pardon, excusez-moi, je ne vais pas traiter ici véritablement la partie de la préparation des élèves, mais si vous voulez, nous pourrons en parler parce que, évidemment, que la question de la préparation et de l'entraînement des élèves à cette épreuve est ensuite un gage de réussite, hein, et permet aux élèves d'améliorer leur oral, leur performance et d'obtenir de meilleurs résultats le jour de l'épreuve. Donc, voilà, pour reprendre les textes officiels, hein, nous avons donc un exercice qui est constitué de 2 parties avec une durée totale de 40 minutes. Et ces 40 minutes sont divisées en 2 étapes. La première qui est celle de la préparation, 20 minutes, et la seconde qui est celle de la passation, également 20 minutes. Donc 40 minutes au total. J'attire votre attention sur le fait que la préparation est très courte, 20 minutes, alors que si on compare avec un oral de B2, qui serait un petit peu bon, ce que l'on peut mettre en parallèle, c'est 30 minutes. Donc, nos élèves ont moins 20 minutes, c'est très, très court. Donc, il est très important
même si je dis que je ne vais pas parler de préparation, il est très important de les entraîner à la gestion de ce temps. Parce que ces 20 minutes passent très vite et ils sont tout de suite devant le jury pour passer leur oral. Donc, comme chaque année, 2 options. Hein, les candidats choisissent entre 2 textes. Mais là encore, le moment de choisir est un moment qui doit être rapide. Donc, il faut aussi les entraîner à choisir rapidement un sujet en s'aidant bien entendu du titre, éventuellement de l'image, la photographie, le dessin qui accompagne le texte, et savoir lire un texte en diagonale parce qu'ils n'auront pas le temps de lire le texte, même s'il est court, ils n'auront pas le temps de le lire en entier. Survoler les questions qui figurent sous le document est aussi une bonne chose. Hein. Donc, voilà, les élèves vont se présenter à une épreuve qui a un format bien défini en termes de temps et de nature de l'épreuve avec ces deux parties. Donc, les sujets et les thèmes sur lesquels ils vont être interrogés. Alors, évidemment, c'est quand même plutôt par rapport à ce que l'on fait en français langue étrangère. Hein. Donc, des textes de diverses natures, mais principalement des textes de presse, tirés de journaux, de revues, de presse en ligne, très souvent. Ce sont les sources des textes sur lesquels nos élèves sont interrogés. Avec des thèmes qui sont très, très vastes. Hein, tout ce qui concerne les médias, la presse et les médias, reflet de la vie contemporaine, des sujets d'actualité. Et cette actualité, eh bien, elle concerne à la fois tout ce qui est en rapport avec la politique, la société, l'économie. Et donc là, on balaie d'une façon très, très large l'Europe, principalement la France, mais aussi l'Espagne, l'Europe en général, plus souvent la France que l'Espagne ou l'Europe, hein, je dois dire, avec des sujets qui, de toute façon, ne vont jamais être polémiques. Hein. Même si on met actualité politique, il est important, oui, que les élèves connaissent un certain nombre d'éléments du panorama politique français, mais nous ne demandons pas à nos élèves d'être des spécialistes de ces questions-là. Bien entendu, cette année, il pourrait être question, par exemple, des élections présidentielles. C'est un exemple. Donc, ensuite, tous les sujets qui concernent des thèmes très généraux, hein, vie quotidienne, donc la culture, les sports, les loisirs, la gastronomie. Nous avons eu parfois des textes qui concernent la gastronomie française. La famille, l'éducation, 2 grands thèmes, c'est-à-dire les relations hein, au sein de la famille, les proches, je dirais même les amis, hein, des sujets sur lesquels nos élèves ont des idées. Et alors après, tout ce qui concerne la francophonie, colonisation, décolonisation, migration, globalisation, donc des sujets très, très vastes et les grands défis européens en termes de culture, de transport, d'énergie, de développement durable. Bon, voilà, vous avez donc des sujets qui sont infinis et nos élèves ont à choisir entre deux sujets, 2 textes, celui sur lequel ils vont avoir le plus de choses à dire. C'est vraiment celui-là qu'il faut qu'ils choisissent. Donc voilà, pour les préparer, eh bien, je sais que certains d'entre vous sont des professeurs de Bachibac depuis déjà de nombreuses années et nous essayons toujours de suivre l'actualité et de réaliser des petites revues de presse pour les entraîner à traiter absolument tous les sujets. Pourquoi est-ce que je reviens sur les sujets et les thèmes ? Parce que en fonction du sujet, la prestation de l'élève, du candidat, va quand même va pouvoir varier, hein, parce qu'ils parlent mieux
Ils construisent leur oral de meilleure façon s'ils sont inspirés par le sujet ou par le thème. D'autant plus que quand ils découvrent le sujet, s'ils sont un petit peu déstabilisés, ils perdent leurs moyens et cela va avoir aussi des répercussions sur leur prestation dans les 20 minutes qui vont suivre. Donc, quel conseil méthodologique donner aux élèves pour l'épreuve, hein? Donc, bien lire le texte. Ils ont déjà choisi là, le texte, donc ils ont commencé leur préparation. Ils doivent lire le texte, bien lire le texte, bien entendu, être attentif au titre et lire rapidement les questions qui sont proposées en bas du document, parce que cela peut les aider à construire ensuite un plan, à trouver des idées. Regarde évidemment le document iconographique qui illustre le texte si il y en a un. Généralement, il y en a un. Mais tout cela doit se faire assez rapidement. Donc, dégager les idées principales en soulignant les expressions, les phrases du texte. Donc, les candidats ont le droit de surligner les textes. Hein, le texte, l'exemplaire que les candidats vont recevoir est un exemplaire qu'ils peuvent annoter, qu'ils peuvent surligner. Vous pouvez le dire à vos élèves, peuvent absolument travailler sur le document. Ça, c'est très utile justement pour dégager le thème et les idées principales. Ensuite, donc lire les questions posées. J'insiste sur le fait que ces questions sont des questions d'orientation, donc ils peuvent répondre à ces questions, mais ils ne sont pas obligés d'y répondre. Il faut aussi les mettre en garde sur le fait que ces questions ne constituent pas un plan. Donc, le fait de répondre à ces questions dans l'ordre dans lequel elles sont proposées ne va pas leur donner les points de la structure de leur oral. Si ils ne répondent pas à toutes les questions, ils peuvent s'attendre à ce que le jury ensuite choisisse une de ces questions pour la leur poser. Moi, je déconseille au jury de poser une question auquel le candidat n'aurait pas répondu, parce que si le candidat n'a pas répondu à cette question, c'est qu'elle lui pose une difficulté. Donc, nous sommes là justement pour ne pas mettre l'élève en difficulté, le candidat en difficulté. Donc, s'il n'a pas répondu à une des questions posées, mieux vaut ne pas la lui poser. Il y a d'autres questions à poser. Et surtout, lui, il ne faut pas qu'il se sente obligé de répondre à toutes ces questions. Si jamais les questions l'intéressent, il peut y répondre et que ces questions constituent une bonne… la présentation de ces questions est cohérente et permet de structurer leur oral, eh bien, pourquoi pas. Mais il faut être très vigilant. Ces questions ne sont pas posées de façon à constituer un plan. Et donc, ensuite, construire un plan argumentatif en introduisant des exemples du texte et des exemples qui leur sont propres afin de répondre à la question posée dans le document. C'est très important que ces exemples qu'ils vont apporter, qui sont des exemples personnels, ne soient pas des exemples toujours pris dans leur vie personnelle. Donc, quand on dit des exemples qui vous sont propres, évidemment, ça fait référence à leur expérience, mais il faut éviter un abus d'exemples qui seraient vraiment trop personnels. Donc, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante et mes cousins, cousines. Donc, ils perdent en crédibilité lorsqu'ils abusent de ce genre d'exemples. Il vaut mieux qu'ils fassent référence à des situations qui leur sont vraiment personnelles, mais à eux, parce que ce qui est arrivé à toute la famille. Alors, la prise de notes. Donc, nos élèves ont la feuille avec le sujet qu'ils peuvent donc annoter, surligner, et ils ont une feuille blanche sur laquelle ils vont prendre des notes. Donc, il est important de bien leur dire que cette prise de notes doit être bien lisible pour eux, bien entendu, également pour éventuellement une réclamation.
Donc, mais surtout lisible pour eux parce que c'est ce qui va leur servir de guide lors de leur oral. Donc, ils n'ont pas le temps d'écrire leur texte. Il faut qu'ils notent des idées de façon précise mais synthétique et qu'ils construisent leur plan et que ce soit très, très visuel. Ils peuvent avoir d'un côté les connecteurs qu'ils utiliseraient, les connecteurs logiques qu'ils utiliseraient, et d'un autre côté, les expressions de l'opinion, par exemple. Moi, je leur conseille de le faire parce que souvent, lorsque le candidat a commencé à parler, s'il n'a pas sur sa feuille des connecteurs logiques, il oublie de les employer. Alors, c'est vrai que cela n'empêche pas un oral d'être très cohérent, mais cela va permettre au jury de bien dégager une structure. S'il y a des connecteurs logiques qui sont utilisés à bon escient, l'examinateur va les noter. Ça va permettre ensuite de mettre la meilleure note qui soit au critère de la cohérence. Hein, c'est important. Donc, bien les mettre en garde. Il faut qu'ils aient suffisamment de toutes leurs idées, mais de façon schématique. Ils peuvent rédiger à la limite la première phrase parce que c'est ce qui va leur servir un petit peu de tremplin et de rampe de lancement. Ils vont, quand ils se jettent dans l'oral et ils sont très très nerveux, ils ont peur et donc le fait d'avoir la phrase écrite, ça les rassure et ensuite ils commencent à parler d'une façon plus aisée et ils oublient ils se rattachent à leurs notes. Mais ça y est, ils ont commencé à nager et il faut traverser le bassin, mais bon, ils ont plongé. Donc, alors, la passation de l'épreuve. Donc, le candidat, je vous explique tout cela pour que vous compreniez comment cela se passe. Si vous n'avez jamais été jury d'oral. Oui? Alors, il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je reviens à ma présentation. Alors, voilà, je vais donc revenir sur quelques éléments pour que vous compreniez comment se passe l'épreuve pour nos élèves. Donc, je le disais, certains d'entre vous ont été jury, examinateurs, mais n'ont pas vu non plus forcément comment on accueillait les candidats. Donc, le candidat est accueilli à une heure où il est à l'heure de la convocation. Hein, il est convoqué à une heure. D'ailleurs, il est important, ça on le redira, qu'il se présente avant parce que si jamais un candidat est absent, eh bien, il est important de pouvoir continuer le déroulement des oraux et ne pas perdre de temps parce que vous savez que nous enchaînons les candidats les uns à la suite des autres et que le rythme est très, très soutenu. Nous demandons à nos candidats d'arriver 20 minutes, 20-30 minutes avant l'heure à laquelle ils sont convoqués pour préparer leur oral, au cas où on leur demanderait de passer plus tôt. Donc, ils sont accueillis par un professeur qui vérifie leur identité et qui leur explique comment va se dérouler l'épreuve. Et ensuite, on leur propose 2 textes et ils vont choisir un de ces deux textes. Hein. Normalement, si ça fonctionne comme les autres années, et ça fonctionnera de la même façon, bien les textes vont par paire et nous n'allons pas avoir les mêmes candidats sur les mêmes textes les uns à la suite des autres. Donc, le candidat a choisi son sujet et va pouvoir commencer la préparation. Donc, en fait, s'il y a, je ne sais pas, s'il y a 7, 8, 10, 15 jurys dans le même centre, tous les candidats sont accueillis à la même heure et vont commencer leur préparation à la même heure. Donc, on leur donne tout le matériel et le candidat s'installe pour la préparation. Alors, le jury,
Le jury il est constitué de 2 examinateurs, généralement, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Nous avons un professeur d'histoire, et un professeur de langue et littérature française, de langue ou de littérature. Ce n'est pas toujours possible, mais souvent les jurys sont constitués de 2 professeurs qui enseignent les 2 matières du bac-bac. Donc voilà, que vos élèves sachent qu'ils vont avoir qu'il y a 2 examinateurs et que ces examinateurs vont leur poser des questions. Alors parfois, il y a un seul examinateur qui pose des questions, l'autre prend des notes. Parfois, les 2 posent des questions et prennent des notes. Nous conseillons aux examinateurs de se répartir les tâches, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il faut aussi rassurer les candidats sur le fait que la prise de notes de la part des examinateurs ne donne aucun signe de validité ou pas de ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que l'examinateur note aussi bien ce qui est correct que ce qui ne l'est pas. Donc, il va prendre beaucoup de notes. Il ne faut pas qu'il soit impressionné par cette prise de notes. C'est pour ça que nous demandons généralement au jury de répartir les tâches pour qu'il y ait au moins un des 2 examinateurs qui soit simplement à l'écoute du candidat et qui puisse ensuite lui poser des questions, qui puisse regarder le candidat. Parce qu'évidemment, quand on prend des notes, on regarde sa feuille, donc on ne regarde plus le candidat. Ça peut être très, très déstabilisant pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on demande un petit peu que les rôles soient bien définis et les tâches bien réparties. Mais dites-leur surtout que le fait que l'examinateur prenne beaucoup de notes ne veut pas dire que ça se soit mal passé ou très bien passé. Ce n'est pas un indicateur ensuite de l'évaluation. Alors, l'examinateur va… Excusez-moi. Oui, l'examinateur doit avoir bien en tête non seulement les descripteurs du niveau qu'il va évaluer, c'est-à-dire les descripteurs du niveau B2, on va dire, et les grilles d'évaluation. Et bon, il aura le temps de lire tous les textes avant de commencer la passation, l'oral des candidats. Il connaît les textes. Il a pu préparer même des questions. En tous les cas, les textes, il ne les découvre pas au moment où le candidat arrive. Il peut aussi, bien entendu, céder des questions proposées. Donc, excusez-moi. Pendant la passation, l'examinateur est attentif bien à la durée de la passation et indique bien au candidat le temps dont il dispose pour réaliser, par exemple, le monologue. Il annonce la durée de la passation et un petit peu explique au candidat comment va se dérouler l'épreuve. Tout cela pour le mettre en confiance. De même que l'examinateur va indiquer le passage du monologue au dialogue, à l'interaction, en leur disant qu'on va passer à la deuxième partie de l'épreuve. Donc, il laisse le temps au candidat de finir son exposé. Alors, ça, c'est pour le monologue. Ensuite, on va revenir sur la durée du monologue, mais il faut être bien attentif. Les candidats, parfois, terminent leur monologue et parfois ne le terminent pas. Ils attendent que l'examinateur leur demande de conclure. Ce n'est pas à l'examinateur de demander aux candidats de conclure. Donc, dites bien à vos élèves que c'est à eux de bien gérer leur temps
et de bien conclure pour passer ensuite au dialogue, à l'interaction. Donc, l'interaction, le dialogue, qui est en fait une sorte de dialogue entre le candidat et l'examinateur ou les examinateurs, va permettre de développer, va permettre au candidat d'être plus fin sur son analyse, de nuancer son opinion, d'apporter des précisions. Les questions de l'examinateur doivent lui permettre de montrer qu'il peut aller plus loin et qu'il est capable d'approfondir ses propos et d'élargir lui-même, de relancer le débat. Donc, c'est un moment aussi qui est important et qui doit se faire de façon, avec beaucoup de bienveillance de la part de l'examinateur. Alors, en ce qui concerne la grille d'évaluation, nous avons, excusez-moi, il me manque quelques éléments concernant la passation de l'épreuve. Je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, je disais que l'examinateur ne doit pas parler beaucoup parce qu'il s'agit de laisser parler le candidat. Donc, il faut, en principe, l'examinateur ne parle pas beaucoup. Il est là pour aider le candidat en difficulté. Si le candidat ne comprend pas une question, eh bien, il peut demander une reformulation. Ça, vous pouvez le dire à vos élèves. Ou vous-même, vous pouvez le faire si vous êtes jury, examinateur. Eh bien, vous êtes on vous demande même de reformuler une question si le candidat ne l'a pas comprise et qu'il est gêné par un mot. Trouver un synonyme ou une périphrase qui va lui permettre de comprendre la question. Éviter de reposer la même question exactement ou juste en changeant la forme interrogative. Et si vraiment on voit que le candidat est très en difficulté, est mis vraiment en difficulté par la question, on passe à une autre question. On ne va pas poser 5 fois la même question si on voit que le candidat ne réussit pas à répondre. Donc, il faut que le candidat sache aussi saisir les perches qui sont tendues par les examinateurs pour répondre. Donc, il faut être bien attentif, ça il faut leur dire, il faut que nos élèves soient bien attentifs aux remarques qui sont faites par les examinateurs, parce que parfois il ne s'agit pas d'une question, il s'agit d'un apport, d'une remarque qui leur permet de rebondir et d'élargir, d'approfondir, de préciser. Et ce n'est pas forcément sous la forme d'une question. Leur dire également, et ça c'est un détail, mais c'est important parce que la gestuelle compte. Nous avons ici des candidats qui ne sont pas anonymes, nous connaissons leur nom et nous les voyons, et eux nous voient. Donc, tous les gestes, toutes les expressions du visage, ils vont les voir et ils vont les interpréter. Donc, il faut, pour les rassurer, être détendu et plutôt souriant, mais sans leur donner l'impression qu'on est passionné par ce qu'ils sont en train de dire, parce que si ensuite ils n'ont pas une note qui correspond à ce qu'ils attendaient par rapport à ce que vous avez pu laisser voir, ils sont déçus et ça aboutit à une réclamation. Bon, évidemment, pas leur faire de commentaires, donc ça aussi, vous, quand vous les préparez et que vous leur faites passer des oraux, ne pas dire c'est bien quand ils ont terminé, parce qu'ils peuvent comprendre cela comme une appréciation de
de leur travail. Donc, simplement dire l'épreuve est terminée. Tous ces petits détails sont importants parce que les candidats ont tendance à se faire une idée comme ça de la sévérité du jury, de la note qu'ils pourraient obtenir rien qu'en voyant, enfin, en interprétant les expressions des examinateurs. Leur dire également que nous allons récupérer tout le matériel qui leur a été donné, c'est-à-dire qu'ils doivent laisser à la fin de leur épreuve et le texte et leur prise de notes, tout ce qu'ils ont, généralement ce sont 2 feuilles, hein, le texte et la prise de notes, mais que nous ne notons absolument pas leur oral à partir de cette prise de notes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de faire quand nous corrigeons, quand nous faisons passer un oral, que ce soit pour les entraîner ou quand nous sommes le jour de l'examen. Ces 2 feuilles, nous les rangeons et nous ne regardons pas du tout la prise de notes. Nous nous en tenons à notre prise de notes pour corriger, pour évaluer leurs prestations. Parce qu'il s'agit bien d'une épreuve orale. Donc, leurs traces écrites, nous n'avons pas à la noter. Donc, ensuite, lorsqu'ils partent, parfois certains, à la fin de l'épreuve, demandent comment ça s'est passé ou ce que le jury pense de l'oral. Évidemment, nous ne pouvons donner aucune indication au candidat sur sa prestation. Alors, si nous passons maintenant à la grille d'évaluation. Donc, il s'agit d'une grille d'évaluation qui est divisée en 3 parties, le monologue, le dialogue et la langue. Donc, nous avons des indicateurs, des critères. Alors, ces indicateurs concernent ce que je vous présentais dès le début, c'est-à-dire que le candidat a lu le texte, il a repéré les idées clés, il a repéré le thème, il l'a identifié, hein, et ce thème, il est nécessaire de l'annoncer. Donc, ici, ce critère est noté sur 1 point. Donc, vous voyez que nous avons chacun des critères, hein, nous allons de quart de point en quart de point. Donc, nous pouvons mettre de 0 à 1 point. Il faut vraiment que ça se passe très, très mal pour que le candidat n'obtienne pas au moins la moitié des points, voire 0,75. Et généralement, les candidats ont bien identifié le thème. Hein, ça, et l'ont annoncé. Donc, il s'agit bien non seulement de l'identifier, mais de l'annoncer. Il faut que ce sujet, ce thème, soit clairement formulé dans l'introduction. Dans ce monologue, l'élève va devoir donner son avis sur la question qui est posée, la question qu'il va poser, et de l'illustrer. Donc, en ayant recours aux exemples. Alors, de même que je vous parlais avant de noter sur la feuille de prise de notes en marge des connecteurs logiques, il est intéressant que les candidats, nos élèves, notent aussi dans la marge des mots, des adverbes, des expressions qui vont leur permettre de donner des exemples. Bon, évidemment, par exemple, hein, mais cela peut être aussi notamment, hein, notamment, en particulier. Alors, c'est vrai qu'il y a des adverbes que nous allons utiliser davantage à l'écrit qu'à l'oral. Ainsi, bon, ça, ce serait plus de l'écrit. Mais si un candidat l'utilise à l'oral, nous n'allons pas le pénaliser, bien entendu. Hein, mais au lieu d'utiliser un par exemple, utiliser un notamment, eh bien, cela va permettre
de ne pas tomber dans la facilité et de faire briller un petit peu plus leur oral. Moi, je leur dis qu'il faut qu'ils essaient de trouver des moyens de faire briller leur exposé, leur monologue. Le discours est cohérent, bien structuré. Les relations entre les idées et les transitions sont appropriées. Donc là également sur un point. Donc c'est là que nous allons bien être attentifs à l'emploi des connecteurs logiques, à bon escient, je répète, parce que nous avons parfois des candidats qui utilisent beaucoup de connecteurs logiques, mais mal, ils les utilisent mal, donc c'est un emploi qui est un emploi fautif, et ils sont pénalisés. S'ils utilisent des connecteurs, mais que ces connecteurs sont mal employés, que le rapport logique n'est pas celui exprimé par le connecteur, eh bien, ils perdent des points. Et je répète également que un discours peut être cohérent et bien structuré sans connecteur. Et souvent, lorsque nous avons des candidats qui sont très bons, brillants, ils n'ont pas forcément recours au connecteur. L'ensemble de leur exposition est cohérente, est fluide et cohérente en elle-même. Ils n'ont pas besoin de recourir parce que la pensée elle-même est cohérente, elle est bien structurée. Ils ont facilement dégagé les axes principaux et ils savent passer d'une idée à une autre. Donc, oui, il faut des connecteurs, mais ce ne sont pas forcément, il ne faut pas que ce soit forcément qu'ils apparaissent forcément. Plus le candidat, plus nos élèves ont de difficultés à structurer, plus ils doivent utiliser de connecteurs. Alors, la question de la durée pour le monologue, c'est toujours une question épineuse. Donc, nous avions fixé, et c'est la même chose pour cette année, un temps minimal, ce qui est de 7 minutes. Donc, normalement, le monologue devrait durer 10 minutes. C'est vrai que 10 minutes, c'est long. Et parfois, les sujets sur lesquels nos élèves vont devoir travailler les inspirent, mais pas au point de pouvoir parler pendant 10 minutes de ce sujet. Je me souviens, une année, il y a déjà quelques temps, il y avait un sujet sur les repas servis dans les avions. Bon, dans les avions, les compagnies low cost. Bon, c'était pas un sujet très profond. Donc, le candidat, quand il avait avancé les 3 arguments auxquels tout le monde pense, il fallait un petit peu qu'il s'éloigne de ce sujet pour pouvoir arriver aux 10 minutes. Mais bon, il fallait au moins qu'il arrive à ces 7 minutes. Donc, si jamais le candidat n'arrive pas à ces 7 minutes, il est pénalisé à la fois dans le premier critère, dans le deuxième critère, donc le point de vue personnel, et dans le troisième. Comme il ne peut pas obtenir plus de la moitié des points, il n'obtiendra au maximum que 2 points sur 3, si son monologue dure moins de 7 minutes. Alors, est-ce qu'un monologue peut durer plus de 10 minutes ? Oui, il peut durer 11 minutes. Le candidat ne va pas s'arrêter avant d'avoir conclu si les 10 minutes sont passées. Il va quand même conclure, il ne sera pas pénalisé. Mais il faut penser que tout le temps qu'il va retirer à l'interaction va ensuite le pénaliser dans l'évaluation de cette deuxième partie. Donc, il faut qu'il soit très, très attentif. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc, 10 minutes maximum et on passe à la deuxième partie. Si vous avez des élèves qui ne s'arrêtent pas ou des candidats qui ne s'arrêtent pas, c'est arrivé. Il faut quand même un moment, parce que c'est vrai qu'on nous dit de ne pas arrêter le candidat. Il faut que le candidat seul gère son temps et on n'a pas le droit de l'interrompre.
Oui, mais quand le candidat ne s'arrête pas, il faut quand même bien l'arrêter parce que sinon, il n'y aura pas de deuxième partie. Il n'y aura pas de dialogue, pas d'interaction. Donc, les 2 points du dialogue vont passer à la trappe. Et je dis qu'il faut absolument le dire au candidat parce que nous nous sommes trouvés parfois face à des candidats qui ne le savaient pas. Donc, vous, en tant que, si vous préparez les élèves ou si vous faites passer les élèves, eh bien, il faut, si vous voyez que le candidat ne s'arrête pas, eh bien, il faut quand même lui dire, écoutez, je vous rappelle que le monologue ne doit pas dépasser 10 minutes, vous en êtes déjà à 12 minutes. Hein, souhaitez-vous conclure? Normalement, il va conclure parce que vous l'invitez à conclure. D'accord? Alors, donc, si nous reprenons les indicateurs du monologue, il y a une chose qui est importante concernant le sujet et l'annonce du thème de réflexion. Il ne faut pas faire un résumé de texte. Donc ça aussi, c'est une erreur que commettent certains candidats. Ils lisent le texte et ils en font un petit résumé. Ce n'est pas la peine. Ce qu'il faut, c'est retirer du texte les idées principales. Alors, bien entendu, lorsque le candidat fait l'introduction de son oral, présente le texte d'une façon très rapide. La source, donc la nature du document, hein, donc il s'agit d'un article de presse, d'une revue, écrit par, daté de, ça doit durer 10 secondes. Il ne faut absolument pas qu'il commence à s'étaler sur juste cette partie de l'introduction. Et donc, indiquer le thème principal dans l'introduction et amener la question, la problématique par rapport au thème de réflexion. Le candidat peut annoncer son plan. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'une annonce de plan permet au jury de bien se repérer et d'être guidé. Donc, il est important qu'il puisse, qu'il le fasse. Et parfois, ils vont se rendre compte, lorsqu'ils préparent cette partie, de la cohérence de leur oral, et ça va les amener à rectifier. Donc, nous avons 2 critères. Hein, ici, dans ce critère, nous avons 2 sous-critères. Le thème, le sujet et l'annonce de ce sujet, du thème de réflexion. Donc, nous allons dire que nous avons un sujet qui est un sujet général, un thème de réflexion qui est plus resserré, mais qu'il faut entendre. Hein, nous devons absolument entendre les candidats annoncer ce thème sur lequel ils vont réfléchir. Donc, les 7 minutes, j'en ai déjà parlé. Évidemment, les 7 minutes, c'est important pour donc la notation de cette première partie. Hein, mais il va y avoir un effet domino et si le candidat ne parle pas beaucoup, nous n'allons pas avoir assez d'éléments à mettre en valeur, aussi bien de façon positive que de façon négative. Mettre en valeur de façon négative, c'est un peu mal dit, mais nous allons, du coup, si nous n'avons pas suffisamment d'éléments, nous allons tendre à baisser la note dans les critères de langue. Alors, la question du temps, de la gestion du temps. Vous avez des élèves parfois qui parlent très très vite. Il est important de leur demander de ne pas parler trop vite parce qu'ils risqueraient de ne pas atteindre cette limite fatidique des 7 minutes. Or, si nous nous en tenons
aux règles de la passation de cet oral, même si le candidat a tout dit, s'il n'a tenu que 6 minutes, il est pénalisé, même s'il est très très bon. Donc, 1 point sur 10, on va penser que ce n'est pas beaucoup, mais parfois nos élèves jouent beaucoup avec cette note de Bachibac, et donc il leur faut absolument tous les points, le maximum de 2 points. Donc, leur demander de ralentir le débit et de bien regarder leurs notes, de se poser, de regarder le jury et d'essayer de ne pas aller trop vite. De même que il faut leur dire également de ne pas trop tirer sur les phrases et donner l'impression qu'ils veulent justement arriver absolument à ces 7 minutes, coûte que coûte, parce qu'il va manquer ensuite, le fond n'y sera pas. Donc, bien marquer les transitions, et bon, essayer de tenir ces 7 minutes. Comment est-ce qu'ils vont y arriver? Eh bien, tout simplement en s'entraînant. En s'entraînant, il n'y a rien de mieux que l'entraînement pour réussir à atteindre ces 7 minutes, voire les 10 minutes. C'est un exercice qu'il faut pratiquer. Sans cela, la première fois, c'est rare qu'ils arrivent à ces 7 minutes, et même en passant 2 ou 3 fois, vous avez encore des élèves qui ne dépassent pas les 5 minutes. Alors évidemment, ce sont souvent les élèves qui sont fragiles, donc ça n'aide pas. Nous ne pouvons pas faire passer nos élèves autant de fois que nous le souhaiterions, et faire des oraux blancs autant que nous souhaiterions. Donc, une solution, c'est de leur demander de s'enregistrer pour ce monologue. Leur donner des sujets de préparation, il faut qu'ils jouent le jeu, préparation 20 minutes, et puis ils s'enregistrent et ils vous envoient les enregistrements de ce monologue. C'est vrai que ça n'est pas, les conditions ne sont pas celles de l'examen, du jour de l'examen. Ce n'est pas la même chose d'être face à un jury que d'être tout seul avec son téléphone en train de s'enregistrer. Mais c'est ce qui va nous permettre d'entraîner le plus possible nos élèves qui sont justement assez faibles ou assez fragiles. Donc, leur demander de pratiquer, et de pratiquer, de pratiquer, de faire et de refaire. Nous voyons vraiment, lorsque nous faisons passer les épreuves, nous faisons bien la différence, je pense, entre les candidats dont nous sentons qu'ils se sont bien entraînés et ceux qui arrivent et qui passent l'oral comme s'il s'agissait de la première fois. On le voit vraiment très, très nettement. Alors, en ce qui concerne le dialogue, la fiche dialogue, la grille d'évaluation. Bon, donc là, seulement 2 points. Donc, c'est important aussi de leur faire remarquer que la première partie, qui est la moitié du temps de l'épreuve, est une partie qui, quand même, est plus importante en termes de ponctuation, puisqu'elle est notée sur 3. Surtout, les mettre en garde aussi sur le fait qu'ils vont devoir préciser, nuancer. Donc, apporter des éléments nouveaux. Et là, on va jusqu'à 1 point également. Bien s'adapter aux demandes de l'interlocuteur et répondre et défendre son point de vue. Et donc, nous avons 2 points. Alors, donc, lorsque nous sommes dans le débat, donc, je vous le disais précédemment, ne pas reposer à l'élève, au candidat, 3 ou 4 fois la même question, sinon nous le mettons en difficulté. Ne pas interroger non plus l'élève sur des points de connaissance. Nous ne sommes pas là pour évaluer les connaissances de l'élève sur le sujet, mais sur sa façon de donner son opinion sur le sujet,
d'argumenter, mais nous n'entrons pas dans une évaluation des connaissances par rapport à un sujet. Alors évidemment que nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre tout de même. Hein. Évidemment qu'un candidat qui aura des connaissances sur le sujet, qui connaîtra son sujet, qui aura, je sais pas, qui connaîtra bien la gastronomie, par exemple, française, ou les partis politiques en France et le système électoral, etc., bah, évidemment qu'il va mieux s'en sortir du point de vue du contenu, hein, bien entendu. Mais il faut les mettre en garde contre la répétition des mêmes idées, parce qu'il s'agit donc d'élargir, de préciser. Et ça, c'est un écueil que nos élèves doivent absolument éviter. Lorsqu'ils sont dans le dialogue, toutes les questions que le jury va poser ne sont pas des questions qui doivent leur faire répéter ce qu'ils ont déjà dit dans le monologue. Parce que du coup, ils vont perdre des points au premier critère, là, qui est celui de préciser et de nuancer. Donc, c'est important qu'ils soient vigilants, qu'ils ne répètent pas. Alors, là, ici, hein, vous avez les conseils donnés au jury, mais il s'agit de conseils qui vont aussi servir à l'élève. Alors, je vous prie de m'excuser, il faut que je m'interrompe deux secondes. Excusez-moi. Alors, je reprends. Donc, ce dialogue doit permettre aux... Excusez-moi. Ce dialogue doit permettre aux candidats d'aller plus loin et peut-être de rattraper un monologue qui n'aurait pas été très bon. Donc, le jury va toujours faire en sorte de le mettre en valeur. Alors, voilà ce que je vous disais précédemment, l'examinateur ne doit pas utiliser les questions que le candidat n'aurait pas exploitées, hein, et le candidat lui-même n'est pas obligé de les utiliser. Donc, c'est vrai que nous pouvons entraîner les élèves à passer l'épreuve sans questions. Moi, je pense qu'il est intéressant aussi de le faire avec des questions, justement pour qu'ils sachent à la fois les utiliser, ne pas les utiliser, rebondir sur ces questions, s'en inspirer. Bon, ça peut être un piège aussi, ces questions. Donc, il faut qu'ils s'en méfient. C'est quand même une épreuve qui concerne le texte et non pas les questions qui sont sous le texte. Alors, en ce qui concerne la partie de l'évaluation de la langue, nous avons à la fois, nous avons 5 points. Donc, cette ponctuation a considérablement augmenté il y a quelques années, pas tant que ça. Hein. Avant, le poids de la langue était vraiment beaucoup moins important. Et là, nous avons 5 points de langue. Donc, 5 points de langue et 5 points, on va dire, donc, sur le monologue et le dialogue, plus le contenu, la structure. Donc, la langue.
le lexique. 2 points. Donc, bonne maîtrise du lexique, utilisation d'un vocabulaire précis et varié. Ensuite, les structures grammaticales, morphologie, syntaxe. Et puis, la prononciation, le rythme, l'intonation sont clairs et naturels. Alors, donc, ces critères sont des critères qui vont demander à l'examinateur de prendre beaucoup de notes, parce que c'est presque là-dessus que nous allons, pas concentrer l'essentiel de notre prise de notes, mais c'est là que nous allons devoir absolument justifier le fait que nous enlevions des points. Donc, chaque fois que nous ne mettons pas la note maximale, chaque fois que nous ne mettons pas le 2 sur 2 ou 1 sur 1 pour la prononciation, le rythme et l'intonation, nous sommes obligés de justifier le fait d'enlever un demi-point, un point et demi ou un quart de point. Donc, lexique, vocabulaire précis et varié. Nous sommes sur les descripteurs du niveau B2. Donc, nous avons effectivement un vocabulaire qui doit déjà être nuancé. Et c'est pour ça que je conseille aux élèves de se constituer des banques de mots, un lexique, un bagage lexical pour pouvoir appréhender tous les grands sujets qui seraient des sujets qui sont déjà tombés. Nous avons vraiment beaucoup de banques de sujets maintenant, depuis autant d'années. Donc, nous avons beaucoup d'exemples et nous pouvons constituer des fiches qui sont des fiches de vocabulaire qu'ils auront apprises et qui vont leur permettre de se distinguer un petit peu et de ne pas utiliser des mots creux, des verbes passe-partout. Donc, l'examinateur va noter sur sa feuille, par exemple, des mots, des expressions comme quelque chose, les gens, parce que ce sont des termes, des expressions qui ne sont pas suffisamment précises et qu'il est important d'utiliser le vocabulaire justement qui va être le vocabulaire spécifique, celui qui va permettre de distinguer le candidat qui va avoir un vocabulaire très, très plat de celui qui va, par certains termes, réveiller un petit peu le jury. Même chose pour les structures grammaticales et les erreurs morphologiques ou syntaxiques. Bon, là aussi, il faut leur demander d'utiliser des structures variées, ne pas utiliser toujours la même conjonction de subordination, parce que utiliser des phrases complexes. Alors, ça aussi, ça ne s'improvise pas le jour de l'oral. C'est en s'entraînant que les élèves apprennent à commettre de moins en moins d'erreurs et qu'ils vont varier justement la structure des phrases qu'ils vont employer, qui vont éviter certaines erreurs morphologiques sur lesquelles ils vont souvent buter, je ne sais pas, des terminaisons verbales par exemple, ou des formes verbales, plus que des terminaisons d'ailleurs, des formes verbales, l'emploi d'un auxiliaire. Donc, il est important que chacun des élèves constitue une fiche pour ne pas tomber dans les mêmes pièges ou des erreurs de syntaxe.
Prononciation, rythme, intonation, eh bien, nous considérons qu'un élève qui serait un élève de niveau B2 a une prononciation qui est bien claire, il est facile de bien le comprendre, hein, il maîtrise bien le système phonologique, donc une intonation claire et naturelle. Hein, ce sont les compétences linguistiques. Hein. Nous ne devons pas perdre de vue que nous évaluons des élèves qui vont commettre des erreurs. Et malgré ces erreurs, ils vont obtenir le maximum de points. Hein, il ne faut pas attendre d'un candidat bac qu'il produise un oral, aussi bien dans le monologue que dans le dialogue, sans commettre d'erreurs. Hein, nous sommes au niveau B2, donc il y a encore des erreurs. Le contrôle grammatical est un bon contrôle grammatical, mais ils peuvent commettre des erreurs. Encouragez également vos élèves et même les candidats à se corriger s'ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur, par exemple dans l'emploi de l'auxiliaire. Hein, on se rend compte que très souvent, à la fin de leur... quand ils sont en train de faire leur oral, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Ils peuvent parfaitement se corriger. Hein. Donc, il faut être bienveillant là, dans la partie de la langue, dans l'ensemble de l'épreuve, bien entendu, mais dans la partie de la langue, il ne faut pas mettre la barre trop haut. Après, il y a évidemment des erreurs qui sont inadmissibles, hein, sur des erreurs, je ne sais pas, en conjugaison, par exemple, sur le présent de l'indicatif et certaines formes. Hein, vous dites, vous faites, évidemment, ils doivent connaître les formes verbales, les exceptions et bien s'exprimer. Alors, juste un petit détail sur les candidats qui sont francophones, parce que nous en avons. Donc, il faut à la fois les mettre en garde, nos élèves francophones, sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils sont français, qu'ils parlent français à la maison, qu'ils vont avoir un 10 sur 10 à l'oral. Parce que déjà, d'une part, très souvent, en ce qui concerne le vocabulaire et le lexique, ils sont à un registre un peu trop familier. Donc, ils sont pénalisés là-dessus. Hein. Ils ne peuvent pas utiliser de mots familiers à l'oral. Donc, ils commettent des erreurs de syntaxe parce que, par exemple, ils ne construisent pas correctement les phrases négatives. Je ne sais pas. Ça, j'exagère un peu, mais je ne sais pas. Au lieu de dire je ne sais pas. Donc, il est important de leur dire que la forme négative, par exemple, il faut la construire correctement, même si nous sommes à l'oral. Et les Français, les francophones ont tendance à l'oral à ne pas construire leurs phrases correctement. Donc, voilà, ils sont un petit peu trop détendus, trop relâchés, et ils ont l'impression que parce qu'ils parlent français, parce qu'ils sont français, ils vont avoir automatiquement 10 sur 10. Je ne sais pas si c'est le cas de vos élèves, mais moi, ça m'est arrivé souvent avec des élèves français. Ils pensaient qu'ils avaient les 10 points avant d'avoir commencé l'oral. Or, ce n'est pas le cas, et ils perdent des points. Alors, pas forcément beaucoup en langue, si on peut les pénaliser un peu, voilà, le lexique si c'est trop familier, syntaxe aussi, mais enfin bon, on ne va pas leur enlever trop de points quand même. Mais bon, après, il y a également tout ce qui va être la structure, l'organisation, et tout ça, ça ne s'improvise pas. Il ne s'agit pas de parler, hein, simplement, mais d'être bien attentif à tout ce qu'il faut dire, hein, et il ne s'agit pas d'improviser. Donc, d'un côté, eux, il faut leur dire qu'ils ne vont pas forcément avoir le 10 sur 10 comme ça, rien que parce qu'ils sont français. Et d'un autre côté, il faut que nous, professeurs qui les préparons et examinateurs, ne soyons pas plus exigeants avec ces candidats-là qu'avec les autres, parce qu'ils passent un bac comme tous les autres.
c'est pas parce qu'ils sont français qu'on va exiger plus d'eux. Nous devons utiliser notre grille d'évaluation de la même façon que pour n'importe quel candidat. Hein. Donc, il faut faire attention à cela. Alors, nous avons aussi, et c'est vrai que ça arrive peut-être de plus en plus souvent, des candidats qui sont d'une autre nationalité, qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas français non plus, et qui, eh bien, ont dû faire beaucoup d'efforts pour apprendre le français, très certainement, et dont on voit que vraiment, ils ont un bon niveau, peut-être, ce n'est pas un niveau exceptionnel, mais que derrière, il faut quand même tenir compte un petit peu du parcours de l'élève. Alors, on ne le connaît pas, mais parfois, il nous glisse certaines précisions, ou même nous-mêmes, nous les interrogeons sur leur apprentissage du français, parce que ça peut arriver en fonction des sujets. Et eh bien, il faut en tenir compte. Voilà, alors je voudrais cesser de partager ma présentation. Vous voir à nouveau. Alors là, je ne vous ai pas. Pardon. Je ne vous ai pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Maintenant, voilà. Donc, voilà, vous avez certaines et certains. Vous avez votre caméra, d'autres pas. Si vous pouviez allumer les caméras, je préférerais vous voir. Alors, voilà, merci. Donc, il y a peut-être des caméras qui ne fonctionnent pas. Alors, je vois des visages que je reconnais. Ça me fait plaisir de vous voir. Certains, je vous ai vus hier. Donc, et d'autres que je découvre. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'on échange maintenant un petit peu, peut-être sur des éléments que je n'aurais pas encore donnés et que j'ai oubliés, sur lesquels je suis passée. Et vous êtes aussi bien aguerris dans l'exercice de l'épreuve orale, ou bien poser des questions parce que vous découvrez cette épreuve, que vous ne la connaissiez pas, et toutes les questions sont totalement valides. Quand on commence dans le Bachivac, parfois on se pose des questions, on se demande si on fait bien de se les poser. On fait toujours bien de se poser des questions, et il vaut mieux les poser et qu'on vous apporte des réponses. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions méritent d'être traitées. Et voilà, donc est-ce que vous voulez apporter certains éléments supplémentaires? Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Alors, pour à la fois, là, et là je m'adresse aux professeurs qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà fait passer des oraux. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes, à votre avis, au moment d'évaluer un oral, que ce soit lors d'un entraînement pour nos élèves que le jour? Alors, ce n'est pas la même chose, parce que c'est vrai que les entraînements, on a le temps ensuite de communiquer avec l'élève, c'est totalement différent, et on n'a pas 4 candidats à la suite, et puis ou 3 candidats à la suite, 10 minutes de pause, et puis on reprend les candidats, et il faut enchaîner. C'est quand même bien différent. Donc, en dehors du fait que il faut, quand on est jury, être très rigoureux et avoir une bonne méthode là pour enchaîner les oraux et évaluer les candidats de la façon la meilleure possible, en se ménageant les temps pour un petit peu discuter de chacun des candidats et tout. Alors, juste une chose, quand on dit que
on a 10 minutes et 10 minutes, en fait, on ne tient jamais les 20 minutes. Parce que le candidat va faire 7 minutes ou 8 minutes. Ensuite, on va l'interroger et on se ménage toujours 3 minutes, au moins 3 minutes entre deux candidats. Juste le temps de pouvoir mettre une note très rapidement au crayon, mais que ce soit un petit peu une orientation. Pourquoi? Parce que quand on passe les oraux comme ça, au bout de quelques heures, on ne se souvient même plus parfois du visage du candidat qui est passé avant un autre. On a les noms et il y a un moment où on sature, je pense, et donc on ne se souvient plus du candidat. Alors, on est deux, c'est vrai, donc c'est bien. Sur les deux, il y en a toujours un qui se souvient du candidat. Mais c'est important d'avoir un petit temps pour pouvoir évaluer très rapidement le candidat au crayon et mettre cette note. Alors, il faut dire aux élèves, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas resté 20 minutes. Ça ne veut pas dire que c'était très bien et qu'on vous a laissé partir avant parce que c'était tellement bien qu'on n'avait pas besoin de vous entendre plus. Et ça ne veut pas dire non plus que c'était mal et qu'on ne voulait pas vous entendre dire plus d'erreurs, commettre plus d'erreurs. Et donc, on vous lâche avant parce que comme ça, on va avoir moins d'erreurs sur la feuille. Donc, ce n'est ni bien ni mal, c'est normal. Les candidats, c'est très rare qu'ils restent 20 minutes. Quand est-ce qu'il reste 20 minutes? Parfois, quand on se fait plaisir et qu'on a un candidat qui est très, 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 très bon, dont on sait qu'il va avoir le 10 sur 10 parce que tout va très bien, on se fait plaisir, on l'écoute jusqu'au bout et on lui pose des questions et on a un échange. Mais c'est tout, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir à mettre d'indications et à justifier le retrait des points. Donc, c'est le seul cas où vraiment on va garder le candidat 20 minutes. Mais sinon, les candidats ne restent pas 20 minutes. Ils restent 7, 18 minutes, pas les 20 minutes. Alors, vous, quand vous faites passer des oraux ou si vous avez fait passer certains oraux dont vous vous souvenez, qu'est-ce qui nous pose problème au moment de l'évaluation? Laurence? Oui. Laurence? C'est Lola. Bonjour. Au moment de... Bonjour. D'abord, pour la préparation, une des difficultés, c'est le manque de temps de préparation, parce que 20 minutes, c'est pas beaucoup, d'accord? Donc, quand je les prépare, avec 20 minutes, c'est compliqué, comme pour tous, j'imagine. Et pour l'évaluation, justement, arriver aux 7 minutes minimum, c'est pas au début, surtout quand on les prépare, au début, c'est pas facile. À la fin, avec tous les entraînements, ils y arrivent. Mais leur dire toujours qu'ils parlent plus lentement, comme tu as dit avant, c'est important. Et quand j'ai passé les examens en tant qu'examinatrice, souvent, ils terminent ils concluent en conclusion, mais on dirait qu'ils vont continuer à parler. C'est pas clair qu'ils ont terminé leur monologue. Et ça aussi, il faut leur apprendre. Mais bon, à part ça. Alors, je leur dis, moi, ne dites pas ça y est, parce que ça, c'est fini. C'est la formule qu'on entend. Ça y est. Donc, on sait que c'est terminé quand ils disent ça y est, mais là, ça ne convient pas. Donc, moi, je leur dis toujours de terminer leur monologue d'une façon très, très simple. Voilà, j'ai terminé mon monologue, j'ai terminé ma présentation. Voilà, tout simplement. Ou pour conclure, et du coup, voilà, une phrase, et c'est bon. Mais c'est vrai, tu as raison, Lola, d'insister là-dessus parce que moi, l'année dernière, j'ai eu une candidate que je ne voyais pas conclure. Je ne la voyais pas, je ne la voyais pas et mon collègue non plus. Elle parlait. Et comme elle ne disait jamais qu'elle allait conclure, on la laissait parler. Et quand on a atteint 13 minutes, moi, je dis stop, on ne peut pas les interrompre, mais il faut quand même les interrompre. Et c'était une candidate qui nous a dit qu'elle ne savait pas, elle pensait que c'était l'examinateur
l'arrêterait et lui dirait de passer à la deuxième partie. Bon, ça, je ne sais pas, mais le fait est que, bon, il a quand même fallu l'arrêter parce que sinon, elle n'aurait pas eu de dialogue du tout. Et moi, j'ai une candidate l'autre jour qui m'a, une élève, qui a terminé son monologue et elle me dit « Vous avez des questions ?» Voilà, vous avez des questions. Ça m'a choquée au premier abord, mais bon, finalement, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise solution. Bon, alors, oui, c'est peut-être pas la meilleure façon de… Bon, à l'examinateur de commencer en disant que voilà, nous allons passer à la deuxième partie. Ça faisait conférencière, hein. On avait l'impression qu'elle faisait une conférence et que c'était la spécialiste. Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, Maria, parce qu'on a deux types de candidats. C'est vrai, hein, on a plutôt les candidats qui sont stressés, et, voire paniqués, hein, qui commencent à avoir des plaques rouges qui apparaissent dans le cou, qui commencent à transpirer. Bon, on a tous vécu ça. C'est très, très dérangeant parce qu'on ne sait pas trop où regarder ni quoi faire. On voudrait que disparaître sous la table, hein, et qu'ils puissent faire leur monologue sans nous voir, mais bon, ce n'est pas possible. Ou alors, on a des candidats parfois qui sont excessivement sûrs d'eux. Et ça aussi, ça nous est arrivé à tous. Et voilà, donc le genre de candidat, comme disait Maria, qui peut-être va commencer par avez-vous des questions, ou voilà, qui vont rentrer dans un dialogue dans lequel voilà, on va perdre un petit peu le cadre, hein, de l'oral, et voilà, on est dans la conversation. Mais après, si on regarde les critères, on ne peut pas les pénaliser dans aucun critère. Si ensuite tout est correct, si le niveau de langue n'est pas familier, si bon, il n'y a aucun critère qui nous permette de les pénaliser. Mais c'est vrai que suivant déjà, si on en est au premier, au dernier, et tout ce qu'on aura entendu avant, on peut être un peu gêné, oui, par ce genre de candidat un peu trop sûr et même arrogant, hein, parce que parfois on a eu des candidats qui font preuve un peu d'arrogance et qui se sentent un peu supérieurs. Donc, bon, il faut essayer tranquillement de les remettre un petit peu à leur place. Et quand ils ne comprennent pas, bon, voilà, ils ont l'âge qu'ils ont. On ne va pas le jour de l'oral, mais bon. C'est parce qu'on ne peut pas leur faire de remarques non plus. Parce que ça, c'est surtout pas. Donc, et par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand on interroge nos élèves et qu'on les entraîne, quand on a affaire à ce genre de personnages, il faut les mettre en garde, hein, et leur dire que ce n'est pas le jour où il faut commencer à se prendre pour vraiment un héros, hein, et il faut plutôt se faire discret et bon, ne pas passer inaperçu, mais bon, s'ils doivent se distinguer, c'est par ce qu'ils vont dire ou comment ils vont le dire, mais pas par leur façon d'être. Il y en a aussi, alors ça, j'en ai pas parlé du tout, mais toute la partie, on va dire, voilà, de présentation, hein, voilà, j'arrive, la politesse, la courtoisie, tout ça, c'est très, très important. C'est rare qu'on ait des élèves mal polis, mais bon, ça a pu arriver, hein, d'avoir des élèves, des candidats à la limite de l'impolitesse. Bon, là aussi, on n'a pas de critères pour les pénaliser. Par contre, en tant que professeur, il faut leur dire, bon, vous n'arrivez pas déjà habillé comme si vous alliez à la plage. Donc, évidemment qu'ils ne vont pas venir en costume cravate. Mais je me souviens d'une inspectrice qui avait fait une remarque à l'un de nos élèves, hein, une année, qui était dans les premières années, parce qu'il était arrivé, il avait des claquettes de chaque classe, des claquettes de plage. Et elle lui avait dit, mais
bien, vous ne venez pas à la plage, vous venez à un examen. Et elle avait raison. Elle avait raison. Ils ne peuvent pas venir habillés comme s'ils allaient à la plage. Et ils ne peuvent pas non plus… voilà. Donc, ça ne va pas rentrer dans la note, mais ça fait partie quand même de l'oral. Et c'est déjà une première impression sur le jury. Donc, après, il faut qu'on soit bien objectif, mais on a quand même une impression. Et quand on a une mauvaise impression, bien, c'est vrai que ça peut ensuite jouer sur la notation. De même que il faut les mettre en garde aussi et leur dire ne soyez pas catégoriques dans vos jugements. Parce qu'il y en a certains, parfois, ils ont l'impression de détenir la vérité universelle, hein, et ils ont raison. Et donc, déjà dans le monologue, donc, pour ça que dans les critères, il y a toujours le mot nuance. Il faut être nuancé. Donc, apporter un point de vue, le défendre. Mais je prends toujours cet exemple de dire, voilà, il faut tuer les chasseurs. Hein. On a un sujet sur la chasse et voilà, on n'aime pas les chasseurs, il faut tuer les chasseurs. Si, voilà, de l'autre côté, on a un examinateur qui est un chasseur, on est mal. Hein. Donc, et ça les fait rire, mais je dis, mais évidemment, vous n'avez pas parlé de ça, de la chasse, mais il y a des sujets, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, il faut être vraiment dans la nuance. Et ensuite, quand on est dans le dialogue, si le jury essaie de vous guider pour justement ne pas être aussi catégorique, profitez de ce moment-là pour revenir sur ce que vous avez dit. Alors, il s'agit de défendre son point de vue, mais on ne va pas reprocher à quelqu'un qui va justement à ce moment-là du dialogue revenir sur ce qu'il a dit et peut-être penser que voilà, il a manqué d'ouverture d'esprit et du coup, il saisit cette chance de pouvoir revenir sur ce qu'il a dit. Il faut qu'il saisisse cette chance qu'on lui donne. Donc, ça ne va pas être considéré comme vraiment une contradiction si le candidat dit en effet, hein, ou effectivement, je n'avais pas envisagé cette question de cette façon, mais hein, à présent que vous me faites remarquer cela, eh bien oui, c'est vrai. Hein, ou alors, je vais utiliser un certes, hein, de même que, voilà, il faut qu'ils apprennent, et ça fait partie hein, du dialogue justement. Ils apprennent à revenir sur ce qu'ils ont dit et à élargir. Et je leur dis également, en ce qui concerne le vocabulaire, là, parce que je dis en effet, je leur dis, parfois ne répondez pas toujours, bon, déjà oui ou non, et point, non. Hein, il faut développer la réponse. Et on peut dire oui, mais on peut dire aussi bien entendu, tout à fait, effectivement, mais ça va changer, il va être différent des autres candidats, si vous voulez. Quand tout à coup, ça nous réveille d'avoir un élève qui nous dit bien entendu, au lieu de dire oui, oui, hop, on est un petit peu réveillé. Et c'est vrai que les jurys, on a besoin, les examinateurs, par moment, on a besoin d'être réveillés parce que de faire passer les oraux les uns à la suite des autres, comme ça, il y a un moment où on se lasse. Donc, quand on a un candidat qui se fait remarquer par des éléments qui sont des éléments remarquables et positifs, c'est d'autant plus valorisant pour lui. Et de même que si c'est mauvais, ça risque de le tirer vers le bas. Mais bon, on essaie toujours d'être le moins… C'est pas qu'on essaie de ne pas être sévère, mais ce n'est pas ce jour-là qu'on va vraiment descendre un candidat. C'est durant l'année qu'il faut être très, très exigeant. Mais le jour, on n'est pas… c'est pas là qu'il faut commencer à sortir la carte de l'exigence absolue. Hein. On sait que ce n'est pas facile. Bon, il faut reconnaître qu'on a beaucoup de candidats qui sont de bons candidats et qui sont de très bons candidats et qui ont un très bon niveau. Hein. On a des oraux qui sont de très bonne qualité.
On en a d'autres qui sont moins bons, mais bon, on en a quand même un grand nombre qui sont de très bonne qualité. Donc, bon, leur donner tous ces petits trucs. Oui, alors, tout à fait. Il faut qu'ils utilisent la première personne du singulier, je. Hein, nous ne sommes pas à l'écrit et il faut qu'ils utilisent la première personne du singulier. Donc, je vais aborder cette question en présentant d'abord, puis je m'intéresserai pour terminer sur, bien entendu, ils peuvent le faire. Moi, je leur conseille d'annoncer leur plan si ils sentent qu'ils ont un bon plan. Alors bon, après, est-ce qu'ils sentent qu'ils ont un bon plan? Ça, c'est toujours la question parce que parfois, ils s'auto-évaluent mal. Mais quand ils voient vraiment que le plan il est bien solide, et ça vaut la peine de l'annoncer. Quand ils voient que le plan n'est pas très solide, bon, mieux vaut ne pas l'annoncer parce que parfois, ensuite, dans le déroulement de l'épreuve, bon, ils ont la chance d'avoir une petite, d'un coup, une illumination et ils arrivent à retomber sur leurs pattes et ils s'en sortent. Bon, tant mieux pour eux. Donc, si le plan n'est pas très, très clair, il vaut mieux ne pas l'annoncer. Ils ne seront pas pénalisés s'ils n'annoncent pas leur plan. Hein, s'ils ne l'annoncent pas, ils ne seront pas pénalisés. Donc, ça dépend un petit peu du sujet et de la façon dont ils vont l'aborder et ce qu'ils vont avoir comme idée. Alors, qu'est-ce qui pose problème aussi? Quel genre de candidat pose problème? Tout à l'heure, je disais ceux qui répondent oui ou non. Quand on a un candidat qui, dans le dialogue, ne répond pas ou répond par des bribes de phrases, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si vous avez des élèves comme ça, c'est très compliqué. Parce qu'il y a un moment où on épuise les questions déjà, parce qu'on n'a pas non plus 50 000 questions sur chacun des textes. Et puis, ils sont pas là pour parler. Hein. Oui. Je vois qu'il y a une question ici sur le chat de Salma et Nadia. Oui, alors j'y ai répondu déjà. Vu qu'il intervenait. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est que je vous entends très, très, très bas. Désolée. Non, ça y est, moi, ma question, je viens de la poser à travers le chat. Parce que moi, en fait, je disais aux élèves qu'il fallait utiliser le je. Mais il y avait un collègue qui me disait que non. Et donc, du coup, je dis non, mais ça, c'est surtout à l'écrit qu'il ne faut pas. Donc, du coup, j'avais eu un peu le doute. Mais ça y est. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, bien sûr. Hein, les candidats utilisent le jeu. Il n'y a pas de problème. Ils utilisent le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Hein, il n'y a pas de souci. À l'écrit, non. Mais à l'oral, oui. Donc, quand je reviens à la question des candidats là, qui répondent oui, et puis, bon, voilà, 3 mots, et puis il faut poser une autre question et tout, ça, il faut travailler. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'après, c'est vrai que nous n'avons pas toujours le temps, mais c'est en fonction du profil de chacun de nos élèves, c'est vraiment travailler sur leurs faiblesses. Et parfois, quand on les prépare, ne pas tenir compte du format de l'épreuve en soi, mais se concentrer sur leurs faiblesses. Voilà. L'objectif aujourd'hui pour toi, quand tu fais cet oral, c'est de commettre le moins d'erreurs possible sur les verbes. Vous voyez, se concentrer sur des éléments très précis. Donc, on ne va pas évaluer cet oral comme un oral de Bachibac, parce qu'on ne va pas pouvoir, il va se concentrer plus là-dessus, donc peut-être que le plan ne sera pas bien construit. Non, mais les contraintes pour l'entraînement sont importantes. De même que quand nous préparons à l'écrit, nous pouvons leur demander de faire des exercices d'écriture sous contrainte, eh bien, à l'oral aussi, c'est possible.
Hein, leur dire qu'il faut qu'ils se concentrent sur tel ou tel point. Je ne sais pas. Par exemple, la phonétique, la prononciation. Bon, la confusion, ve, be, le se, ze. Eh bien, voilà, tu vas faire un oral et il faut qu'il y ait le moins d'erreurs possible de prononciation. Et il faut s'entraîner. Il y a des exercices qui peuvent être pratiqués en langue. Il faut s'entraîner. Et comme ça, un petit peu, plus nos élèves vont être en difficulté, vont avoir des fragilités, plus il va falloir cibler et travailler pour petit à petit corriger leurs erreurs, mais pas en leur présentant tout d'un coup, parce que c'est une épreuve insurmontable alors. Et c'est là qu'ils risqueraient d'avoir une très mauvaise note. Donc, il faut cibler et leur demander de faire une prestation à l'oral en tenant compte d'un critère, d'une contrainte. Souvent, ce sont des contraintes de langue. Mais si nous avons des élèves qui, par exemple, ont toujours du mal à construire un plan, parce que nous les avons, ces élèves-là, certains, hein, qui ont toujours du mal à construire un plan. Il n'y a jamais vraiment de plan clair, ni à l'oral, ni à l'écrit, d'ailleurs. Ils se mettent à écrire et ils perdent le fil, ou ils se mettent à parler et il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure, ils passent d'une idée à une autre. Bon, ben voilà, ça c'est de la méthodologie aussi. Il faut leur dire, eh bien, dans cette orale, il va falloir que tu utilises tel et tel connecteur, tels adverbes, obligatoirement, pour construire ton discours. Et ces mots, on leur donne même, et voilà, ils construisent leur discours. Il faut absolument qu'ils utilisent ces mots. Les exercices sous contrainte à l'oral donnent de bons résultats. Qu'est-ce qu'on a alors, on a l'inverse, on a les candidats qui répondent à une question très longuement. Alors, on n'a pas beaucoup de temps de leur poser des questions parce que s'ils sont… alors, on ne peut pas leur couper la parole. On nous demande de ne pas leur couper la parole. Mais on ne peut pas ne poser qu'une seule question ou que 2 questions, ce n'est pas suffisant. Donc, on est aussi un petit peu démunis. Il faut trouver le moment où ils baissent un petit peu la voix pour s'engouffrer et poser notre question et qu'ils puissent répondre à une autre question. Parce que sinon, il y a ce critère-là de nuancer. Où est-ce qu'il était ? Nuancé, puis il y avait les indicateurs du dialogue. Voilà, ça tape aux demandes au pluriel. Hein. Donc, dites-leur, il faut que le jury, que l'examinateur puisse poser des questions qu'il puisse poser plusieurs questions. Une seule question ne suffit pas. Ou 2 questions, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut laisser l'examinateur poser des questions. Si, alors c'est arrivé, hein, si le candidat ne vous comprend pas, il faut reformuler. Ça m'est arrivé, par exemple, en utilisant certains mots, c'est le mot qui pose problème. Voilà, on utilise un synonyme, une périphrase, mais il faut absolument que le candidat puisse comprendre l'examinateur. Autre problème que nous pouvons avoir, c'est vrai que nous en avons peu, mais quand même, nous en avons. Le candidat qui a une mauvaise prononciation et on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Alors, je vous ai dit avant que normalement, au niveau B2, voilà, on a une prononciation claire et naturelle. Si on n'a pas le niveau B2, là, c'est sûr qu'on n'aura pas la note. Hein. On ne peut pas non plus étirer pour pouvoir leur mettre absolument la moyenne. Il faut au moins comprendre les candidats. Si on a du mal à comprendre ce qu'ils disent en raison de la prononciation, c'est un problème. Hein. C'est un problème. On va pouvoir noter… on peut quand même noter, mais bon, moi, ça m'est arrivé. Hein, pas souvent. Et ça m'est arrivé d'avoir des élèves aussi qui
Donc, ceux-là, il faut qu'ils travaillent 10 fois plus que les autres pour l'oral. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'ils s'entraînent. Alors, les monologues, ils peuvent vous les enregistrer, vous les envoyer. Et sinon, vous pouvez aussi les faire travailler par paire, les uns avec les autres. Ça ne va jamais être comme un oral avec vous, mais c'est toujours, pendant que vous vous occupez d'un élève, qu'ils se mettent par paire et qu'ils s'interrogent aussi, pas seulement qu'il y en ait un qui passe, mais qu'ils dialoguent sur le texte qui est celui sur lequel ils ont eu à travailler. Donc, ça ne va pas être non plus un oral de batch-back, mais ça va quand même être de l'oral. Et ce que vous pouvez faire, c'est leur demander d'enregistrer ce moment. Moi, je leur dis, vous mettez le téléphone et vous vous enregistrez quand vous êtes en train de faire ça. Moi, après, je récupère ces enregistrements. Je n'ai pas le temps forcément de les écouter tous. Il y en a toujours que je préfère écouter que d'autres parce que je sais que là, je vais avoir quelque chose. Ça permet d'avoir ça présente deux avantages. Le premier, c'est que vous avez une trace. Donc, vous allez ensuite pouvoir corriger, donner des conseils à vos élèves. Et la deuxième, c'est que quand c'est enregistré, il y a une trace aussi. Et donc, il ne s'agit pas d'être en train de parler du match du Barça ou d'autre chose. Il faut être dans le texte, sur le texte et être en train de travailler. Donc, ça permet de faire plus d'oral qu'un oral blanc. Mais il faut de toute façon toujours faire des oraux blancs. Des oraux dans les conditions, ça c'est absolument nécessaire. Surtout pour la préparation, parce que moi je ne me fais pas d'illusions quand je leur dis, voilà, je leur donne un texte et bon, je mets un morceau de scotch et je dis, voilà, tu l'ouvriras que quand tu voudras le préparer et à partir de ce moment-là, tu auras 20 minutes. Et bon, je ne suis pas chez eux pour vérifier s'ils vont rester 20 minutes et je suis sûre qu'il y en a qui vont passer 25 ou 30 minutes. Et même 25 minutes, c'est trop. Même 22 minutes, c'est trop. Donc, il faut vraiment que ce soit 20 minutes. L'alarme sonne et il faut se lancer. Certains jouent le jeu, mais la plupart ne vont pas le faire. Donc, il faut le faire in situ et faire des oraux blancs et faire passer les élèves dans les conditions. Si vous êtes plusieurs professeurs de français, je ne sais pas si c'est… Normalement, vous les avez, vous tous les élèves, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais bon, si ce sont des professeurs qui n'ont pas, c'est mieux aussi de les entraîner avec d'autres professeurs qui aient un professeur auquel ils ne sont pas habitués. Ça les déstabilise un peu et ça leur permet de se surpasser un petit peu ce jour-là. Alors, quels problèmes ils peuvent avoir aussi ? Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée sur la question. Voilà. Ils ont un sujet et ils ne sont pas du tout inspirés. Moi, je leur dis, ce jour-là, il faut avoir des idées. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'idées du tout. Parce qu'on a certains élèves qui ils sont là et disent « Ah ben non, mais moi, je ne sais pas quoi dire sur ce sujet. » Tu te débrouilles et il faut absolument que tu trouves quelque chose à dire. Et une fois que tu as bien défini et annoncé le thème, défini le sujet et annoncé le thème, être au plus près du sujet. Je redonne cet exemple-là des repas low cost sur les avions low cost. Il n'y avait pas trop de choses à dire, ce n'est pas grave. Après, on se met à parler des vols low cost. Pour ce candidat-là, moi, je m'étais dit, le pauvre, je ne vais pas penser qu'il fait du hors-sujet parce que moi-même, je serais bien embêtée de trouver d'autres idées là-dessus. Donc, je ne vais quand même pas exiger qu'il ait plus d'idées que je ne pourrais en avoir sur le sujet. Où il y a 2 ans, il y avait un sujet sur le pont de Gênes là, qui s'était effondré. C'est pareil, c'était pas… Le candidat, quand il avait parlé un petit peu de ce qu'il pouvait, le pauvre, il n'avait plus rien à dire. Voilà, on élargit et on trouve quelque chose. Et moi, je leur dis aussi souvent, vous parlez le mieux et vous
vous atteignez votre public, c'est-à-dire ici les examinateurs, lorsque vous parlez de quelque chose qui vous est très cher, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai constaté ça depuis que je fais passer des oraux et que j'entraîne les élèves. Tout à coup, par miracle, ils commettent moins d'erreurs. Quand ils sont en train de parler de quelque chose qui vraiment les touche et qui les motive. Donc, je leur dis, si vous avez une passion, s'il y a quelque chose qui vraiment vous motive, et ce n'est pas forcément un sport, hein, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui les motive vraiment, trouvez le moyen dans le, pas forcément dans le monologue, mais dans le monologue, lancer l'hameçon d'une façon ou d'une autre. Ça va peut-être être d'une façon très, très artificielle, mais lancez votre hameçon. Et c'est sûr que, c'est sûr, bon, très certainement, le jury, l'examinateur va se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» et du coup, il va vous interroger là-dessus. Et je me rends compte qu'en donnant ce conseil à mes élèves, ensuite, ils me disent « Mais madame, l'examinateur m'a posé des questions, justement, j'en avais un là qui adorait pêcher. C'était un pêcheur avec sa lance là et tout. Bon, à 17 ans, il n'y a pas de pêcheur. Hein. Donc, il me dit, j'ai réussi à parler de cela et c'était super. Bon, ben, je dis, ben voilà, une autre, voilà, une famille où les parents avaient adopté deux enfants d'Haïti en dehors des 2 filles qu'ils avaient déjà. Et bon, voilà, c'était quelque chose qui, voilà, bon, je dis, essaie de glisser quelque chose. Ben, on l'avait interrogé ensuite sur sa famille. C'était quelque chose qui la touchait, qui était vraiment quelque chose de très proche. Et du coup, ben, déjà, ils se détendent. Et ils parlent de quelque chose, ils sont sur un terrain connu, ils savent de quoi ils parlent et ça les intéresse. Et du coup, ben, ça passe beaucoup mieux. Donc, ces 2 points, ben, ils les ont beaucoup plus facilement. Hein, donc, essayez de leur... là-dessus. Et après, ben, pour préparer tous ces sujets, bien entendu, donc il y a les banques de mots, et puis des tas de petites émissions, de chroniques sur tout, qui leur donnent des idées, hein, qui leur donnent des idées, que ce soit sur l'environnement, le sport, le cinéma, la famille. Bon, ils vont sur France Info, ils vont sur France Inter et ils trouvent absolument de tout. Donc, des petites choses, hein. Des formats très, très courts, 2-3 minutes, et ça suffit pour parfois leur donner des idées ou pouvoir emmagasiner plus de vocabulaire. Et tout cela, plus c'est collaboratif et mieux c'est. Donc, voilà, qu'ils partagent des documents et qu'ils construisent entre eux des fiches de vocabulaire sur les thèmes. Donc, moi, je le faisais d'une façon, si vous voulez, obligatoire. Bon, chaque semaine, il y en avait 2 ou 3 qui étaient chargés de compléter la fiche du vocabulaire, 2 ou 3 qui étaient chargés de compléter ceci, cela. Et donc, les fiches, elles étaient pour de toute la classe, de l'ensemble du groupe. Et au revoir, Alicia. Merci. Et finalement, je me suis dit, bah non, parce qu'il y en a qui jouent le jeu, puis il y en a qui ne jouent pas le jeu. Donc, maintenant, vous faites vos groupes comme vous voulez. Je ne fais pas toujours, hein, mais voilà, vous faites vos groupes comme vous voulez et vous me faites une fiche collaborative. Parce que sinon, celui qui ne faisait jamais rien, de toute façon, il avait quand même le bénéfice du travail des autres. Et là, au moins, bah, ils se mettent par affinité, parce qu'ils sont amis ou pas, ou parce qu'ils savent que le travail va être sérieux. Et puis, les 3 zozos là, qui fichent rien, ben, eux, ils ont une fiche qui est un gruyère. Et à la fin, ben, ça se voit aussi. Et c'est une façon aussi de leur dire, ben, voilà, tu ne peux pas réaliser un oral, hein, où tu prétends avoir un 8 ou un 9 ou un 10 sur 10 avec cette préparation. Parce que ça se prépare, l'oral. Hein, c'est pas j'arrive et je
je parle, il y a une préparation qui est importante et il faut que ce soit vraiment bien, il faut que ce soit rigoureux, bien construit. Et ce n'est pas en le faisant comme ça une fois de temps en temps qu'ils vont y arriver. Alors, j'essaie de penser aux autres erreurs, enfin, ou problèmes que peut poser l'oral pour nos élèves et candidats. Est-ce que vous en voyez d'autres? Non? Alors, bon, nous avons donc des notes qui sont des notes entières. Hein. Ça, il faut l'avoir aussi en tête. Donc, le 0,5 là qui monte ou qui descend, ou le 0,4 qui descend, il faut faire attention aussi à cela parce qu'on passe d'un point à un autre. Hein, et ça peut changer beaucoup de choses au final. Donc, être toujours dans essayer de faire, d'aller le plus loin possible. Leur dire également que, bon, bah, là, voilà, par exemple, les élections présidentielles qui ont lieu en avril, bon, il n'y aura pas de sujet sur le résultat des élections parce que les sujets sont demandés en amont, bien avant cette période. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas de sujet là-dessus. Enfin, c'est sûr. En principe, c'est comme ça depuis toujours. Hein, donc, ce n'est pas le fait de s'intéresser à l'actualité les 2 dernières semaines qui va leur ouvrir un horizon de sujets il faut suivre l'actualité tout le temps, hein, et particulièrement ce qui concerne la France. Ça, c'est vrai. Donc après, les préparer en faisant de petits exposés sur certains sujets, comme la gastronomie, je sais pas, le cinéma, on parlait de la culture, on peut parler de, je sais pas, le théâtre à Paris. Il y a des tas de sujets sur lesquels ils peuvent trouver des ressources, des informations. La chanson française, par exemple, et leur demander de faire des petites recherches et puis après, de réaliser des présentations très, très courtes pour que tout le monde puisse passer et que ce soit vraiment comme des flashs, 3 minutes. Moi, je le faisais ça, par exemple. Allez, hop, 3 minutes. 3 minutes sur la chanson française. Après avoir fait des recherches où ils disaient 3 minutes, ce n'est pas assez. Mais en fait, 3 minutes, ça leur suffisait largement. En 3 minutes, on entend déjà beaucoup. Et 3 minutes, ensuite, il faut augmenter et il faut arriver à ces 7 minutes, par exemple. 7 minutes qui seraient les 7 minutes du monologue. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé. Quand on commence à préparer vraiment au format de l'épreuve, il arrive un moment où les élèves s'en fatiguent. De toujours devoir faire un oral type bac. Donc, vous allez me dire, bon, d'un côté, il faut les entraîner. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi varier les exercices d'oral pour qu'ils ne soient pas toujours dans la répétition du même exercice. Donc, il s'agit bien entendu d'acquérir des automatismes, et de bien dominer la méthodologie. Donc, il n'y a rien de mieux que l'entraînement et de faire. Mais varier aussi les exercices d'oral, ça permet de redynamiser un petit peu le cours et de les remotiver. Hein, surtout quand on approche des épreuves où ils ont assez de faire et de refaire des oraux, parfois toujours autour des mêmes sujets quand on prend les sujets. Alors après, ne pas leur donner non plus la veille ou l'avant-veille, ne pas choisir dans les paquets des sujets les plus compliqués. Hein, ce n'est pas la peine de leur faire peur. C'est-à-dire qu'on leur fait peur toute l'année, mais quand les épreuves approchent, on leur donne confiance. Donc, on leur donne des sujets sur lesquels ils peuvent s'en sortir parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. D'autant plus que
malheureusement, souvent les élèves qui ont des fragilités ou qui sont en difficulté vont aller forcément choisir sur les deux textes celui qui est le plus compliqué. Je ne sais pas par quel... mais c'est... une année, on avait un sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était sur l'économie et l'Afrique. Il y avait un sujet là qui était compliqué. Et quand on voyait les candidats avoir choisi, et c'était des candidats qui se mettaient tout seuls dans la gueule du loup parce que c'était vraiment un sujet qui n'était pas facile. Hein? Après, les mettre en garde contre certaines idées reçues. Hein, tout à l'heure, j'ai dit, bon, bah, pas de être dans la nuance et ne pas blesser, ne pas évidemment donner son opinion. Évidemment, ils le voient pas eux comme ça, mais c'est très très dérangeant d'avoir un candidat qui exprime un point de vue raciste, par exemple. Hein. Et ça aussi, c'est arrivé, ou homophobe. Et d'être sur ce sujet-là et d'avoir en face un candidat qui est vraiment radical et qui défend une position qui est, à nos yeux, difficilement défendable. Donc, il faut les mettre en garde aussi contre ça. Aïe, il y a d'autres questions, je vois 5 là. Ah oui, je n'ai pas dit au revoir à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez d'autres éléments? Nous n'avons pas fait de pause, c'est vrai. Non? Bon. S'il n'y a pas de questions, s'il vous semble, on peut... J'arrête l'enregistrement, s'il vous semble. Oui? Oui, merci. Et